le navire de transport arriva au port de New York vers la fin de l'année 1943. Dans les ponts inférieurs, plusieurs centaines de prisonniers allemands attendaient dans un silence tendu. Ils avaient été capturés en Afrique du Nord, puis déplacés dans différents camps provisoires en Tunisie et en Algérie avant d'être embarqués pour traverser l'océan. Le voyage avait été difficile, très peu d'espace, nourriture limitée et malaise constant dû au mouvement de la mer. Pourtant, ils étaient arrivés vivants sur une terre qu'ils considéraient comme totalement hostile. Ils ne savaient absolument pas ce qui les attendait. Pendant des années, on leur avait raconté que les Américains étaient des gens brutaux, sans compassion, prêts à humilier ou maltraiter leurs captifs. Certains craignaient le pire. D'autres s'attendaient à être contraints à des travaux extrêmes dans des conditions inhumaines. Quelques-uns espéraient vaguement que les accords internationaux seraient respectés, mais la plupart pensaient que ces documents n'avaient aucune valeur en temps de guerre. Les gardes américains leur ordonnèrent de monter sur le pont. En sortant, la lumière vive du soleil les força à plisser les yeux. Ce qu'ils virent les laissa sans voix, une ville gigantesque, des quais animés, des bâtiments s'étendant vers le ciel, un flot continu de navires, de grues et de marchandises en mouvement. Beaucoup n'avaient jamais vu une ville américaine auparavant. Un caporal, capturé lors des combats en Afrique, raconta plus tard qu'il s'attendait à découvrir un pays affaibli par l'effort de guerre. Il avait entendu que l'économie américaine s'effondrait, qu'elle manquait de matériel, qu'elle n'était pas capable de soutenir longtemps son armée. Mais face à ce port rempli d'activités, il comprit que cette idée était complètement fausse. La puissance matérielle qu'il observait semblait presque inépuisable. Les prisonniers furent divisés en groupes puis installés dans des trains. Ce qui les surprit immédiatement fut que le transport se faisait dans des wagons destinés aux voyageurs, avec des sièges confortables, et non dans des wagons de fret. Personne ne comprenait pourquoi on leur offrait plus de confort que celui dont ils avaient eux-mêmes bénéficié dans leur propre armée. Le trajet en train dura plusieurs jours. À chaque arrêt, les gardes distribuaient de la nourriture, des sandwichs contenant de la viande, des pommes, et du café. Certains prisonniers hésitèrent à manger, craignant qu'on tente de les tromper. D'autres, affamés, mangèrent sans réfléchir. Quand personne ne tomba malade, le reste suivit. Plusieurs hommes furent incapables de cacher leur étonnement, cette nourriture était meilleure que celle qu'ils avaient reçue lorsqu'ils servaient encore en uniforme. En regardant par les fenêtres, ils découvrirent un pays immense, des champs s'étendant à perte de vue, des petites villes, des usines, des routes interminables. Beaucoup réalisèrent que leur pays d'origine tiendrait dans une seule région de celui qu'ils traversaient. La vaste étendue et la capacité industrielle étaient difficiles à imaginer avant de les voir de leurs propres yeux. Finalement, le train s'arrêta dans un camp situé dans une région au climat chaud, probablement dans le sud des États-Unis. Les prisonniers descendirent, certains attendant encore un brusque changement de comportement des gardes. Pourtant, les ordres étaient donnés clairement, sans hurlement, sans gestes menaçants, simplement avec fermeté. La première étape fut un examen médical complet effectué par de vrais médecins. On soigna les blessés, on donna des médicaments à ceux qui en avaient besoin, on nettoya et banda les plaies laissées sans traitement depuis leur capture. Plusieurs hommes reçurent des soins qu'ils n'avaient pas eus depuis longtemps. On les conduisit ensuite à des installations de douche. De l'eau chaude, du savon, des serviettes propres. Certains prisonniers étaient persuadés qu'il s'agissait d'une mise en scène destinée à la propagande. Ils attendaient la punition qui suivrait. Mais rien de tel n'arriva. Après la toilette, on leur fournit des vêtements propres, adaptés à la saison, plutôt que des uniformes déchirés et couverts de poussière. Certains refusèrent au début, pensant qu'accepter ces vêtements revenait à abandonner leur identité. Les gardes expliquèrent calmement qu'ils n'avaient pas d'autre choix, garder leurs anciens vêtements était impossible. Ils furent ensuite dirigés vers les baraquements. Ils s'attendaient à des lieux surpeuplés, sombres, froids ou humides. Mais ils découvrirent des dortoirs construits en bois, avec de véritables lits et des matelas. L'atmosphère n'était pas luxueuse, mais propre, ordonnée et suffisamment confortable pour dormir sans douleur. Lors du repas, ils s'attendaient à de faibles rations. Pourtant, dans le réfectoire, ils avancèrent dans une file où l'on servait des portions généreuses, viande chaude, légumes, pain frais, café. Certains restèrent immobiles quelques instants, ne sachant pas quoi penser. Ce qu'ils avaient dans leur assiette ressemblait davantage à ce qu'ils auraient considéré comme un repas de fête. Beaucoup eurent du mal à comprendre. Comment un pays pouvait-il nourrir ses prisonniers mieux que leur propre pays nourrissait ses soldats? La réponse, bien qu'ils ne la formulèrent pas immédiatement, se trouvait dans ce qu'ils avaient vu depuis leur arrivée, une richesse immense, une organisation impressionnante, et une capacité à produire sans relâche.
Après ce premier repas, les prisonniers eurent un moment de liberté à l'intérieur des limites du camp. Ils pouvaient marcher, discuter entre eux et observer les environs. Les gardes restaient présents, mais ils n'avaient pas une attitude oppressante. On sentait une discipline stricte, mais sans gestes humiliants ou violences gratuites. Cela troublait profondément plusieurs d'entre eux qui avaient été préparés à vivre une expérience beaucoup plus sévère. Ils remarquèrent également la présence de terrains pour le sport, des espaces pour l'exercice physique, et même un petit bâtiment contenant des livres et du matériel d'écriture. Certains se persuadèrent immédiatement qu'il s'agissait d'un décor temporaire destiné à impressionner des visiteurs étrangers ou des journalistes. Ils pensaient encore que, tôt ou tard, on les déplacerait dans un lieu plus rude, où la vie serait nettement plus difficile. Cependant, en parlant à ceux qui étaient arrivés bien avant eux, ils découvrirent que ce traitement n'avait rien d'exceptionnel. Les mêmes repas étaient servis chaque jour, les soins médicaux étaient constants, et les baraquements étaient toujours entretenus. C'était la norme, pas une démonstration. Peu à peu, une réalité inattendue prit forme, les accords internationaux auxquels ils n'avaient jamais vraiment cru étaient ici suivis avec sérieux. Un soldat raconta plus tard que ce fut une expérience bouleversante. Dès leur formation, on leur avait inculqué l'idée que les soldats américains manquaient de discipline, d'organisation et de détermination. Pourtant, tout ce qui les entourait montrait exactement l'inverse. Le pays qu'ils voyaient possédait une capacité industrielle immense, un approvisionnement stable et une structure logistique parfaitement organisée. La découverte de ces faits provoquait un malaise intérieur profond. Le soir venu, on procéda à un contrôle de présence, mené avec calme et efficacité. Les prisonniers retournèrent ensuite dans leur dortoir. Certains eurent du mal à trouver le sommeil malgré les lits confortables. Le simple fait de s'allonger sur un matelas propre, dans un espace chauffé, avec l'estomac plein, créait un contraste brutal avec les conditions dans lesquelles ils avaient combattu auparavant. Beaucoup se tournèrent en silence vers leurs pensées. Ils savaient que, loin d'ici, leurs camarades continuaient à affronter la fatigue, le froid, le manque de nourriture et l'incertitude constante. Certains ressentirent une forme de culpabilité, d'autres de confusion, et quelques-uns un sentiment d'injustice envers leur propre pays. Comment se pouvait-il que l'ennemi leur offre plus de soins et de respect que ce qu'ils avaient reçu chez eux en uniforme? Avec le temps, le quotidien s'installa. Les journées suivirent un rythme régulier, réveil, contrôle, repas, activités ou travail volontaire, puis retour au dortoir. Les prisonniers n'étaient pas contraints à travailler, mais ceux qui choisissaient de participer à des tâches agricoles, de construction ou d'entretien recevaient une petite compensation sous forme de bons échangeables dans une boutique du camp, où l'on pouvait obtenir du savon, du chocolat, du tabac ou des objets pratiques. Peu à peu, certains commencèrent à apprendre la langue locale, à fréquenter les cours proposés par l'administration ou à s'intéresser aux jeux et aux discussions organisées dans les espaces communs. La vie restait limitée et marquée par la séparation d'avec leur pays, mais elle se déroulait dans des conditions stables, sûres et respectueuses. Lorsque le courrier devint possible, ils écrivirent à leur famille pour leur décrire leur situation. Beaucoup de proches refusèrent de les croire, persuadés que leurs lettres étaient censurées ou manipulées. Dans leur pays d'origine, on continuait à diffuser des récits décrivant ces mêmes camps comme des lieux de souffrance extrême. La réalité vécue par les prisonniers contredisait radicalement ces messages. À mesure que les semaines passaient, une idée commença à se former chez plusieurs d'entre eux, un pays capable de mener une guerre sur plusieurs continents, tout en accordant à ses captifs une vie relativement digne, possédait une confiance en ses propres forces que leur propre nation n'avait plus. Avec le temps, beaucoup de prisonniers commencèrent à réfléchir à ce qu'ils voyaient autour d'eux. Ils avaient grandi avec l'idée que la force se prouvait par la domination et la dureté. Pourtant, ce qu'ils observaient ici allait à l'encontre de ce principe. Le traitement qu'ils recevaient n'était pas le résultat d'une faiblesse, mais semblait plutôt découler d'une assurance tranquille. Un pays sûr de lui n'avait pas besoin de rabaisser ou d'humilier ses adversaires pour montrer sa puissance. Certains en arrivèrent à une conclusion intérieure qu'ils n'auraient jamais osé exprimer auparavant. Si un pays possédait suffisamment de ressources, d'organisation et de stabilité pour prendre soin même de ceux venus le combattre, cela signifiait qu'il disposait d'une force plus profonde que celle qu'ils avaient connue. Une force enracinée dans la confiance, la structure et l'abondance. Cette prise de conscience était difficile à accepter, car elle remettait en cause une grande partie de ce qu'on leur avait enseigné. Au fil des mois, la routine devint familière. Les journées suivaient un rythme régulier, presque monotone, mais jamais cruel. Les repas restaient copieux, les soins médicaux constants, les baraquements maintenus en bon état. Des lettres arrivaient, parfois tard, parfois censurées, mais elles existaient.
Les prisonniers savaient que leurs familles étaient informées de leur situation et qu'ils n'avaient pas été oubliés. De nombreux prisonniers décidèrent de participer aux travaux proposés. Cela permettait de sortir du camp, de voir d'autres paysages et de parler brièvement avec les habitants locaux. Certains découvraient alors des visages souriants, curieux ou indifférents, mais rarement hostiles. Ce contraste surprenait chaque fois autant. Il était difficile de concilier ce qu'ils voyaient ici avec ce que l'on disait chez eux du caractère de ce pays et de ses habitants. Plusieurs d'entre eux commencèrent à consigner ce qu'ils vivaient dans des carnets ou des journaux personnels. Certains écrivaient pour ne pas oublier, d'autres pour comprendre, d'autres encore pour être capables de raconter un jour, lorsque tout serait terminé. Pour beaucoup, ces écrits devenaient un moyen de donner un sens à une situation qu'ils n'auraient jamais imaginée. Lorsque la guerre évolua et qu'il devint évident que leur pays d'origine ne possédait plus la capacité de poursuivre indéfiniment le conflit, beaucoup de prisonniers réalisèrent que ce qu'ils avaient compris dès leur première journée ici ne faisait que se confirmer. La supériorité ne se manifestait pas seulement sur un champ de bataille, mais dans la façon dont un pays était capable de soutenir durablement son effort, tout en préservant une structure de vie stable. Plus tard, après la fin des combats, certains de ces prisonniers furent rapatriés dans leur pays. Ils retrouvèrent des villes détruites, des familles fatiguées, des paysages marqués par les épreuves. Beaucoup rapportèrent avec eux un souvenir indélébile de leur séjour dans les camps américains. Certains choisirent même de revenir vivre dans ce pays, attirés par la stabilité qu'ils y avaient entrevue. D'autres devinrent simplement des témoins silencieux, conscients d'avoir été les témoins d'une réalité que beaucoup, autour d'eux, ne voulaient pas entendre. Et pour beaucoup d'entre eux, ce premier jour, celui où ils débarquèrent dans un port qu'ils pensaient ennemi, resterait gravé à jamais comme le moment où leur vision du monde avait changé.